Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de 22h ce soir. Journée de tous les dangers demain en Tunisie à l'occasion des funérailles de l'opposant. Chokri Belaïd assassiné hier. Une grève générale est annoncée par le principal syndicat de travailleurs tunisiens, l'UGTT. Et la tension n'a cessé de monter aujourd'hui avec des centaines de manifestants à Gafsa ou encore à Tunis, essuyant des tirs de gaz lacrymogène. Le tout sur fond de crise politique et de désaccords profonds au sein du parti islamiste Ennahda. Tous les détails dans ce journal. C'est presque un rituel. En arrivant à Bruxelles, les dirigeants européens montrent d'abord leurs muscles, affichent leurs priorités, assènent leurs exigences. Et puis, au fil de la soirée, les positions s'affinent, les convergences émergent pour peut-être aboutir à un accord sur le budget européen des prochaines années. Mais pour le moment, c'est encore le blocage qui prime. Le décryptage ce soir de ce grand théâtre européen avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Si l'actualité vous donne le cafard, si les nouvelles sont mauvaises, si l'ambiance vous paraît trop pesante, bref, si vous avez le moral vraiment dans les chaussettes, je vous invite à une soirée de la déprime. Oui, de la déprime, ou plus précisément, c'est notre invité ce soir, l'humoriste et comédien Raphaël Mesrahi, qui vous invite le 18 février prochain aux Folies Bergères pour la première nuit de la déprime. Un conseil à vos mouchoirs, vous allez pleurer de rire, bien sûr. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est une journée de grève générale qui se prépare vendredi en Tunisie. Le principal syndicat tunisien l'a annoncé pour demain, jour des funérailles de Chokri Belaïd. Et toute la journée aujourd'hui, des centaines de manifestants à Tunis ou à Gafsa ont exprimé leur colère dans un climat, vous allez le voir, extrêmement tendu. Le tout sur fond de crise politique et institutionnelle. Les faits avec Julie Hulin. Dégage, dégage, la voix des manifestants résonnait à nouveau cet après-midi dans les rues de Tunis pour réclamer la chute du pouvoir en place au lendemain de l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Des manifestants à nouveau dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Et le Premier ministre désavoué ce matin par son propre parti. Amani Djebali avait annoncé hier soir en urgence la dissolution du gouvernement pour former un cabinet apolitique. Le chef du groupe parlementaire Ennahda a dénoncé ce matin une proposition faite sans consulter la coalition et impossible à mettre en place du fait de l'absence de constitution. Une constitution restée en suspens depuis des mois faute de compromis entre les trois partis de la coalition dont les relations ne cessent de se dégrader. Alors que les funérailles de Chokri Belaïd auront lieu demain, l'évolution de la situation politique semble à nouveau au point mort. 4 partis de l'opposition laïque ont appelé ce vendredi à une grève générale et suspendu leur participation à l'Assemblée nationale constituante. Un appel à la grève générale relayé par le principal syndicat tunisien. La France a, elle, décidé de fermer ses écoles en Tunisie vendredi et samedi. Et dans l'actualité ce soir, l'Union européenne sous pression au sommet qui se déroule en ce moment même à Bruxelles pour fixer son budget à l'horizon 2020. Les embûches sont réelles, les divergences affichées, mais le compromis n'est pas impossible, même si le Britannique David Cameron a encore prévenu qu'il n'y aura pas d'accord sans réduction des dépenses. Toute la question est donc de savoir jusqu'où iront ces coupes dans le budget européen. On voit tout cela avec Sophie Normand. De l'avis de tous, les négociations seront ardues. Signe des difficultés, le sommet s'est ouvert avec près de 6 heures de retard pour permettre au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, de peaufiner la proposition de compromis qu'il va soumettre aux dirigeants de l'UE. Le budget européen des 7 prochaines années en dépend, mais il faudra composer avec des chefs d'État plus enclins à défendre leurs intérêts nationaux. Si nous allons réussir, je ne peux pas le dire. Les positions sont encore très éloignées les unes des autres. Pour l'Allemagne, je peux dire que nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir un accord. D'un côté notamment, le Premier ministre britannique David Cameron, qui comme la chancelière allemande réclame moins de dépenses, il a d'ores et déjà averti qu'il n'y aurait pas d'accord sans coupe supplémentaire. De l'autre, François Hollande qui menace lui aussi de dire non à un compromis qui conduirait à oublier l'agriculture et ignorer la croissance. La France, je l'ai dit, elle est toujours consciente qu'il faut faire des économies. Mais en même temps, il ne faut pas affaiblir l'économie. Donc, moi je viens pour chercher un accord. Faut-il encore qu'il soit possible? S'il y en a qui ne sont pas raisonnables, eh bien, je ferai en sorte de les raisonner, mais jusqu'à un certain point.
Toute la négociation va consister à trouver un équilibre entre les positions les plus radicales et les lignes rouges du Parlement européen, avec en tête un objectif, doter le budget européen de moyens suffisants pour financer des investissements créateurs d'emplois jusqu'en 2020. Le verbe toujours haut d'Arnaud Montebourg dans le dossier Petroplus, alors que les salariés de la raffinerie et l'opposition politique dénoncent les effets d'annonce du pouvoir. Le ministre du redressement productif déclare sur notre antenne que l'offre du repreneur égyptien a reçu le soutien du gouvernement. On l'écoute, c'était au micro de Michael Zamès. Nous avons eu la chance d'accueillir une offre un peu surprise, mais qui pour nous est de bonne qualité, qui est l'offre d'un groupe égyptien ayant pignon sur rue et disposant de liquidités, de pétrole et par ailleurs francophile. Le gouvernement a décidé de s'engager derrière une offre. Il y en a une deuxième intéressante, de manière à obtenir la reprise de cette raffinerie. Pourquoi ? Parce que dans notre stratégie industrielle, nous considérons qu'il est nécessaire que nous ayons un outil de raffinage sur le sol français, plutôt qu'importer du pétrole transformé et raffiné à l'extérieur de l'étranger. Et autre actualité, nous allons évoquer à présent l'onde de choc des préconisations du Sénat pour lutter contre les déserts médicaux. La liberté d'installation des médecins doit être clairement remise en question. C'est la proposition choc d'un groupe de travail sur la présence médicale. Notre journaliste Joachim Rob est allé à la rencontre d'étudiants en médecine pour recueillir leurs avis. Regardez. Défendre leur liberté d'installation et protester contre des propositions coercitives. Les étudiants en médecine se sont invités ce matin à la présentation du rapport sur les déserts médicaux pour marteler leur opposition au texte. En voulant garantir absolument un accès aux soins, on risque d'avoir un effet opposé. Moi, si je ne veux pas m'installer dans un désert médical, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des remplacements, chercher un contrat salarié, ou alors, comme ils disent, puisque ça respecte la liberté d'installation, je peux aller m'installer en ville et être déconventionné. Les étudiants s'inquiètent du conventionnement sélectif qui exclurait de l'assurance maladie les médecins s'installant dans des zones déjà saturées. Ils refusent aussi d'être lâchés en pleine nature pendant leur internat. Ce qu'on demande, c'est d'ouvrir les stages en maison de santé, en centre de santé, qui sont des structures qui seraient ravies d'accueillir des étudiants, où les étudiants seraient ravis d'aller, puisque c'est des structures très adaptées à l'enseignement. Mais là, on n'a aucune proposition concrète pour développer ces stages. Dans cette faculté parisienne, une proposition suscite le débat. Le service médical obligatoire qui forcerait les jeunes diplômés à exercer pendant 2 ans dans une zone manquant de spécialistes. Je ne suis pas pour nous inciter à partir dans un désert médical, mais pour nous dire qu'on doit rester après notre internat 2 ans ou 3 dans l'hôpital. Ça n'a aucun intérêt, il faut aller là où il y a les patients qui n'ont pas de médecin. Oui, là où il y a les patients qui n'ont pas de médecin. Et alors le médecin, il arrive comme ça en plein milieu du désert. Bonjour, j'ai 5000 patients. Un sujet sensible donc, alors que le Premier ministre doit présenter demain à Grenoble la stratégie du gouvernement pour la santé. Et avec nous sur le plateau du 22h pour l'analyse politique et économique, d'abord Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Également avec nous notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Nous allons parler de cette actualité chaude ce soir qui se déroule à Bruxelles, ce sommet européen. Pour l'instant Jean-Louis, c'est le blocage. Les négociations sont ardues, mais peut-être la lumière au bout du tunnel. Peut-être la lumière au bout du tunnel. On ne peut rien garantir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, en ce moment, nous parlons. Le débat porte sur 20 milliards d'euros par rapport au budget. 20 milliards d'euros sur 7 ans, c'est-à-dire en gros 3 milliards d'euros par pays. Qu'est-ce que ça représente pour un pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni? Ça représente 500 millions d'euros par an. Alors je sais bien qu'on n'a plus un sou, mais chacun a encore 500 millions d'euros. Comment peut-on imaginer que ça puisse capoter cette affaire pour 500 misérables euros par grand pays pour les 7 ans qui viennent? Il y a 2 problèmes. Il y a un problème politique, c'est-à-dire l'Europe est de moins en moins populaire au sein des Européens. Et donc quand vous battez pour 1 euro, 2 euros ou 500 millions d'euros, quelque part, ça plaît à un certain nombre de personnes et on peut comprendre, expliquer en tout cas l'attitude d'un David Cameron sur cette question. Mais il y a beaucoup plus que cela. En réalité, certains n'ont pas intérêt au compromis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question qui est posée n'est pas simplement une question de gros sous, elle est une question stratégique. C'est-à-dire que les Allemands et les Britanniques commencent à dire mais il faut arrêter que le budget subventionne des pauvres, subventionne n'importe quoi, subventionne de la croissance non compétitive. Nous voulons
que le budget européen, et c'est ça que disent surtout les Allemands, finance de la croissance, comme le dit François Hollande, mais ils ajoutent de la croissance compétitive. Et donc, si ça capote, on peut penser qu'ils espèrent qu'on remette tout à plat, c'est-à-dire que non seulement la somme, mais également les orientations. Et donc on aurait un budget, au lieu d'avoir un budget sur 7 ans, on aurait des budgets annuels, le temps qu'on rebricole, qu'on reconstruise un budget différent. Alors Jean-Louis, expliquez-nous cette partie d'échec, parce que ça ressemble à cela. On a l'impression que c'est David Cameron qui freine des cas de fer pour ce budget. Et le rôle d'Angela Merkel, on dit que c'est l'arbitre entre la France et la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, comme dans toutes les périodes de crise en Europe, c'est évidemment le plus fort qui effectivement emporte le morceau. Alors l'attitude de Mme Merkel est intéressante parce qu'en prenant un seul exemple, la question agricole. Les Français sont les grands bénéficiaires de la politique agricole commune, c'est bien connu, tout le monde le sait. Nous recevons grâce à ça 9 à 10 milliards par an d'euros pour nos agriculteurs. Essentiel et on y tient. Pour nos agriculteurs en France, évidemment. Pardon, évidemment, et on y tient. Les Allemands reçoivent 6 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas négligeable grâce à la PAC. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir les progrès spectaculaires de l'agriculture allemande ces 5-10 dernières années. L'Allemagne exporte aujourd'hui autant de produits agricoles que la France, rendez-vous compte. Elle a fait des progrès considérables. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Eh bien, si on remettait à plat la politique agricole commune, au lieu de subventionner des éleveurs français qui ne sont pas rentables, eh bien, ça serait tout bénéfice pour nos propres éleveurs beaucoup plus compétitifs. Vous voyez bien que derrière ce sujet d'argent, il y a un sujet beaucoup plus profond qui tient à la question de la compétitivité qui est maintenant la question centrale en Europe. Bien sûr, et nous aurons l'occasion de reparler des conclusions de ce sommet. Merci Jean-Louis. Alors nous verrons si François Hollande et d'autres dirigeants arrivent à décrocher cet accord, ce qui pourrait en tous les cas s'apparenter à une victoire. Mais dans tous les cas, Stéphane Rosès, il y a, semble-t-il, un climat moins défavorable au président de la République en ce moment, dans l'opinion. C'est le cas? Oui, absolument. La dernière étude IFOP Paris Match montre que le président de la République progresse de 6 points à 43% et dans son sillage, Jean-Marc Ayrault progresse de 3 points. Alors c'est sans doute effectivement un effet Mali. Le Mali c'est loin, la plupart des Français d'ailleurs eux-mêmes peineraient à le situer dans la carte d'Afrique. Pourquoi 63% des Français, dernière étude, ou 75% selon les formulations, soutiennent l'intervention au Mali et ça bénéficie à François Hollande. Pourquoi François Hollande a-t-il dit samedi que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Ouais. Eh bien, exactement pour les raisons inverses que ce que nous a expliqué Jean-Louis Gombault. C'est-à-dire que la France est engluée dans une Europe, dans une mondialisation qui aplatit l'espace et le temps. Les Français ne peuvent pas se projeter dans l'espace, ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Elles semblent engluées dans des mécanismes procéduraux. Or, les Français ont besoin, pour se déployer, pour positiver, d'avoir une cohérence entre les finalités et les moyens. À partir du moment où ils estiment que le Mali, c'est une intervention juste, alors il y a un réflexe d'union nationale, il y a un réflexe d'adhésion. Et ça, c'est notre imaginaire qui remonte à très très loin. Et donc, il y a une rencontre entre l'inconscient de François Hollande qui dit « c'est le plus beau jour de ma vie », le soutien du pays. Et donc, le sujet pour le couple exécutif, c'est d'arriver à transférer ce sentiment d'union nationale autour d'un objet hypothétique, le Mali, à la question du redressement du pays, à la question de la réorientation européenne. Mais pour ça, il faut dire les choses clairement. Il faut afficher des projets et c'est ça la difficulté pour François Hollande. C'est une embellie dans la popularité, mais les vrais tests, on le sait, sont et seront sociaux, alors que les dossiers explosifs s'accumulent sur les bureaux de l'exécutif. Oui, mais les dossiers sociaux, c'est pas ce qui explique que la France soit la plus pessimiste au monde. Quel est le sujet? C'est qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic. Le sujet des Français, ultimement, c'est le lien qui a été passé entre François Hollande et le pays, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de redresser le pays tout en préservant ce que nous sommes. Il faut l'expliciter, il faut en construire une cohérence, il faut faire la démonstration et ensuite on arrivera peut-être à mieux se faire entendre de nos partenaires européens. Mais pour ça, il faut une cohérence entre les fins, les moyens et il faut aussi un discours porté, un récit qui soit fait. Là, j'ai vu par exemple que le Parti socialiste sortait une campagne où il attaquait l'UMP. Mais le Parti socialiste, c'est un parti de gouvernement.
il est au service de la démonstration que ce que fait le pouvoir s'inscrit dans une cohérence, une politique à la fois efficace et juste. Donc, je dirais, l'énergie de la majorité devrait être tout entière axée à construire la cohérence en termes de communication de ce que fait le gouvernement, de sorte qu'il y ait une cohérence entre notre redressement national et le redressement européen. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Alors messieurs, restez avec nous dans un instant. Notre invité, c'est l'humoriste et comédien Raphaël Mesrahi, nous rejoindra pour évoquer une initiative que vous allez trouver originale, j'en suis sûre. Il organise une nuit de la déprime. Oui, de la déprime si vous avez le moral dans les chaussettes, si les nouvelles des journaux qu'on vous a donné ce soir vous dépriment, et je peux bien vous comprendre, il y a une solution et c'est juste après le tour de l'info qui est préparé ce soir par Cécile Sixou. La réponse est non, les fonctionnaires ne seront pas augmentés. À l'issue d'une réunion avec les syndicats, la ministre de la fonction publique, Maryse Lebranchu, a annoncé le gel pour la 3e année consécutive de l'indice de calcul des salaires. Selon elle, les finances de l'État ne le permettent pas, car augmenter d'1% ces barèmes coûte 800 millions d'euros à l'État. En revanche, la ministre a promis des mesures immédiates pour améliorer les rémunérations les plus basses et l'ouverture de négociations pour réformer les grilles de salaire. Pas suffisant pour les syndicats qui songent d'ores et déjà à se mobiliser à nouveau. Un rapport sur 30 ans de politique d'intégration dont se serait bien passé le gouvernement, tant ses conclusions sont sévères. Son auteur, Thierry Tuot, un conseiller d'État, y dresse un tableau au vitriol de l'intégration. Un désir, selon lui, mais jamais une réalité. Il recommande notamment de régulariser massivement les sans-papiers, de quoi embarrasser le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, qui reste sur sa ligne. Il n'y aura pas de régularisation massive des sans-papiers. J'ai publié une circulaire il y a quelques mois, après l'arbitrage du président de la République et du Premier ministre, et cette régularisation se fait au cas par cas. Le rapport préconise également de mettre fin aux polémiques sur la question musulmane, qui selon lui pollue le débat public. Séance tendue au Conseil constitutionnel sur la taxe à 75%, avec fait rare le dérapage d'un des sages. Choqué par l'attitude d'un fonctionnaire de Bercy, il l'aurait traité de trotskiste. Célèbre pour son cadrage audacieux, l'œuvre de Gustave Courbet, L'origine du monde, serait en réalité l'un des morceaux d'une peinture bien plus grande. Un amateur d'art aurait retrouvé le visage du modèle en flânant chez un antiquaire parisien. Ce passionné a mené l'enquête pendant 2 ans pour reconstituer le puzzle. Pinceau utilisé, découpage de certaines toiles de Courbet, ressemblance du visage avec Johanna Iffermann, la femme au perroquet, amante de Courbet. Tout lui laisse penser qu'il détient la partie manquante de l'œuvre. Les spécialistes, pourtant, ne sont pas convaincus. Et notre invité ce soir, il est humoriste et comédien Raphaël Mesrahi. Bonsoir et bienvenue dans Bonsoir, le 22h. On est ravis de vous accueillir. Merci, c'est vraiment parce que vous êtes là, parce que autrement, le public Sénat à 22h, c'est vraiment la déprime. C'est vrai, c'est que vous ne regardez pas. Non, il n'y a que vous que je regarde. J'éteins, je regarde, c'est très bien. Alors, on va évoquer cette initiative de la première nuit de la déprime. Cette première nuit de la déprime. Alors, elle aura lieu le 18 février aux Folies Bergères. Exactement. Mais dites-moi, Raphaël Mesrahi, vous ne trouvez pas que les nouvelles sont assez tristes et sombres comme ça pour nous organiser une soirée qui va nous donner le cafard? Mais c'est mieux, je trouve, ouais, parce que le bonheur, c'est vulgaire, je trouve. Ça ne sert pas à grand-chose. Tout le monde est déprimé, donc je me dis, on va enfoncer le clou, c'est encore plus triste que jamais. Alors, quel est le programme de la soirée? Je sais qu'il y aura beaucoup d'artistes. À l'entrée, il y a Kleenex et Nutella qui distribuent des mouchoirs et des petits pots à tout le monde. Il y a Nexity qui sera dans le coin. Enfin, il y a plein de partenaires qui m'aident à faire la soirée. Il y a Henri Lecomte qui tiendra le stand J'ai jamais pu gagner Roland Garros. Donc, il sera... Mais le vrai, c'est ça qui est rigolo. Et après, tous mes potes chanteurs ont accepté de venir chanter leurs chansons les plus tristes. Alors... Adamo Tombe la neige, Hugo Frey, Céline Stiobol, Nicoletta Il est mort le soleil, Alice Donna Je suis malade, Véronique Sanson, Michel Jonas. Ne nous achevez pas tout de suite. On va se mettre dans l'ambiance. On va écouter 2 hymnes à la bonne humeur. Ah, très bien. On écoute. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux
n'avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut, mon vieux. Je ne rêve plus, ne fume plus, je n'aime plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Ferré, chanté par Catherine Lara. Bon, c'est que des plus envie. C'est dur. C'est dur. Bon, Raphaël Mézeret, et après ça, je crois qu'il y a en plus Francis Lalanne qui fermera le bal de la déprime en chantant des chansons d'artistes morts. Comme ça, vous achevez les plus coriaces. Oui, moi je voudrais qu'il... C'est très dada, c'est un peu l'année Salvador Dali, moi c'est mon truc, mon cheval de bataille. J'aimerais bien que Francis Lalanne termine et le public parte comme ça, et que Francis Lalanne chante devant une salle qui se vide. Ce serait absolument sublime. Comment on ressort d'une nuit de la déprime? À mon avis, a priori, il y aura un corbillard dehors, avec écrit sur le corbillard, si vous êtes vraiment trop déprimé, on sera toujours là pour vous accueillir. Bon, dites-nous la vérité, c'est un pied de nez en fait, à la morosité évidemment, ambiante. c'est un pied de nez, mais c'est pour ça que tout le monde pleurer de rire, mourir de rire. Ou pas, c'est quand même... Non mais c'est très... C'est les plats et les déliés des artistes. Il y a vraiment que des grosses pointures, que des vrais artistes qui viennent... Cette soirée, regardez, on les voit, Thomas Eddie Dutronc, Mitchell, Michel Sardou. Ouais. Moi, je présente avec Eddie Mitchell et je fais les lancements des artistes avec Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Michel Sardou. Et on va lancer Nolwenn, au piano Jean-François Zigel qui nous accompagnera. Il y a des cantatrices, il y a Talila, une chanteuse qui viendra chanter en yiddish. Est-ce qu'on peut venir parce qu'on est de bons candidats? Tous les soirs, on n'annonce pas forcément de bonnes nouvelles. Le truc je peux vous envoyer mes acolytes, Stéphane et Jean-Luc. En même temps, expliquer la déprime des Français, donc autant la vivre. Avec plaisir. Vous, je peux vous prendre en première partie. Le truc qui est dingue, c'est qu'il y a une demande, je voudrais pas le dire, mais c'est archi blindé. C'est une histoire de fou. Donc peut-être que l'année prochaine, on fera m'interrompez pas. Peut-être que peut-être on fera la déprime tour l'année prochaine et avec peut-être un zénith à Paris. On sait pas. Non mais c'est assez rigolo quoi. Et je fais ça grâce à mes associés. Dites-nous d'ailleurs quel regard vous avez sur le JT. Je suppose que vous l'avez regardé un petit peu, j'espère, depuis la loge. C'est anxiogène, négatif, sombre. Tout ça est vraiment déprimant. Moi oui, tout ça me stresse profondément. On discutait tout à l'heure en coulisses, j'ai quelques amis politiques à droite et à gauche, mais plutôt rigolos. Donc Christian Jacob, il me disait il est marrant, Christian Jacob, oui il est très marrant, Christian Jacob. On va pas te raconter. Non, on ne raconte pas tout, mais comme moi j'ai rien à cacher, je m'en fous. Oui, ils sont drôles parfois les politiques, pas forcément sur ce plateau, mais ils sont drôles. C'est vrai, je suis très pote avec Anne Hidalgo aussi, c'est autre chose, mais peut-être qu'ensemble il y aura beaucoup de politiques à cette nuit de la déprime. Non mais il y a des politiques, il y a des personnes du CAC 40, il y a mon coiffeur de Troyes dans l'Aube qui sera là, qui coiffera les gens à l'entrée, il y aura des copains vendeurs de légumes sur le marché. C'est un mélange de tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est une association de malfaiteurs ou bienfaiteurs plutôt. Bienfaiteurs. Alors Raphaël Mézeret, on ne peut pas s'empêcher, excusez-nous pour le plaisir, de revoir quelques courts extraits. Je sais que vous n'aimez pas ça. D'une interview encore? Non, attendez, de vos interviews, décalées, déjantées. Je vais vous dire la vérité, on aurait tous aimé ici, à Courassan, être dans la peau de cet apprenti journaliste originaire de la ville de Troyes qui n'hésite pas à évoquer dans ses interviews sa cousine, Dolores Boutboul. Antoine, c'est mon associé, t'as vu, toujours les interviews qui reviennent, toujours. Un succès, ça s'en va et ça revient, on l'écoute. Vous avez bien dû me voir une fois dans un film, donc vous ne me dites pas, j'ai pas fait de cinéma. Je peux vous parler par exemple où vous allez en vacances? Mais quel est l'intérêt là? Je me fous de ma gueule là. Foutez de ma gueule. D'abord, je ne prends pas de vacances, je travaille. Donc, je n'ai pas pris de vacances cet été. Et je veux dire, quel est l'intérêt? Parce que je vous explique, peut-être on vous l'a dit, on ne l'a peut-être pas dit. Enfin, là, je ne vais pas être content vis-à-vis de toi, parce que là, tu aurais pu lui dire. Quand vous n'allez pas vous venger sur elle en plus. Mais attendez, c'est ma collaboratrice. Moi, je lui dis de. Mais vous allez qu'à lire votre CV, putain de merde. J'arrive ici, je vous donne un CV. Il y a tout ce que j'ai tourné pendant 20 ans, et tout ce que vous dites, c'est d'engueuler la gonzesse qui est là-bas derrière, qui est pour rien. Alors lisez votre CV, interviewez un mec et me faites plus chier maintenant. On a un point commun, vous avez été mannequin vedette chez Chanel. Vous aussi? Non. Non, c'est moi j'étais élu le plus beau bébé de la plage au Gros du Roi, j'avais 1 an. Ah, c'était vous? Non, mais enfin c'était moi, c'était en 65. Votre maman devait être fière. Ouais, c'était ma tante Fortunée qui m'avait inscrit.
Alors, vous avez déclaré dans Elle, d'août 95, petite, j'étais un grand garçon. C'est marrant, j'ai pas revu. Je suis content de revoir Inès parce qu'on la diffuse tous morts de pas beaucoup. rire, hein. Hugues Delatte. Vous savez qu'on aurait aimé être, j'aurais aimé être Huguette Delatte. Hein. Bon, on peut s'arranger. On peut, Sonia, vous croyez? Ah oui, mais j'adore. Mais vous avez interviewé à votre façon beaucoup d'artistes, de chanteurs, d'écrivains, mais moins de politiques. Ah, François Barouin. Ah oui. Si, parce que c'était Jack mon Lang maire. aussi, je crois. Jack Lang. Il était très énervé, Jack Lang. C'était très drôle. Il m'a signé d'une croix l'autorisation. Il dit, bon, on ne sait pas si c'est du lard ou des cochons. Vraiment, c'est. Mais il est marrant, il est marrant. Il était un peu m'énervé quand même, mais c'était bien. Ouais, C'était il bien. se laisse faire aussi, alors. Ouais, c'était bien. Les Oui, politiques, oui. Bah, il se laisse faire, oui. À un moment donné, les politiques se laissent toujours faire. Toujours faire, oui, Ouais, oui. Alors, on va les retrouver donc à cette première nuit de la déprime. Et vous nous dites qu'il y aura une suite? Ah, je pense qu'il y aura. Oui, bah oui, parce que je crois qu'il va y avoir une suite. Que c'est pas fini, la déprime, Non, mais on va faire la déprime tour avec en bus. On va s'arrêter avec Catherine Lara qui jouera du violon au feu rouge. La névrose, Non, mais ce sera la nuit de la névrose. Bon, Raphaël Mézrahi, restez avec nous. Comme tous les jeudis soirs, on va regarder ensemble la semaine. Les 4 jeudis. La semaine, les 4 jeudis. C'est pas ce qu'on fait sur Public Sénat, mais on va regarder la semaine politique. Je peux faire une émission chez vous, j'adorerais, je supplie. On la présente ensemble. Mais ah ouais, oui, quand vous voulez. J'adore Bloomberg TV et Public Sénat, c'est tout. Le reste, je m'en fous. On va regarder ensemble la semaine politique croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Et vous nous direz après s'il y a un sujet qui vous interpelle. Regardez. Voilà, beaucoup d'actualités, mais Raphaël Mézrahi, vous êtes né en Tunisie, on a vu ce dessin de la Tunisie, vous êtes né dans la belle ville de Sousse. Quel regard vous portez sur les événements qui se déroulent dans votre triste, pays d'origine? Oui, mais évidemment. Mais à la fois, qu'ils voulaient faire, on n'est pas démocratie, on passe pas d'une dictature à une démocratie en 2h15. C'est malheureusement impossible. Mais vous êtes confiant, l'espoir. C'est pas que je suis confiant, c'est que oui, forcément, à un moment donné, ça va, oui, mais ça va être long. Obligatoirement. Enfin, je crois que c'est surtout l'être humain qui est comme ça. L'être humain, il y a des traditions, et les traditions, on les supprime pas, on les annihile pas en 15 secondes. Ça va mettre, je sais pas, 20, 30, 40 ans, mais je pense pas moins. Parce que c'est comme ça, l'être humain, il faut avant, il y avait les chrétiens dans les arènes C'est dangereux. Au secours. Non, mais au bout d'un moment. Avec les chrétiens qu'avec les musulmans ou les juifs, mais c'est dangereux. C'est pas ce que je voulais dire, mais il y a des traditions. Non, mais c'est. Désolé, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais comme aujourd'hui, les corridas sont encore autorisés, mais dans un siècle, on dira, ah bon, ça existait, les corridas. C'est pareil, quoi. Il y a des trucs absolument dégueulasses qui existent et qui continuent. Ce soir, donc votre pays d'origine. Et je vous propose qu'on termine en chanson. Peut-être que vous la connaissez avec une jeune artiste tunisienne, c'est Amel Masloussi. C'est l'une des voix de la révolution en Tunisie. Très, très belle voix. Et moi, je vous souhaite une belle soirée. À lundi, avec plaisir. ما يدفيش طايا وبطولني نكتب غنايا يجرحني غني حكاية Bienvenue à tous sur Public Sénat pour On refait la séance. Avec nous, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif. Merci de venir répondre sur une question très précise et un dossier très précis. Petroplus, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, c'est un dossier qui suit son cours. Nous avons eu la chance d'accueillir une offre un peu surprise, mais qui pour nous est de bonne qualité,
qui est l'offre d'un groupe égyptien ayant pignon sur rue et disposant de liquidités, de pétrole, et par ailleurs francophile. Ce sont les opérateurs du barrage d'Assouan. Ils disposent d'actifs gaziers et pétroliers en Égypte et ils sont les distributeurs de PSA en Égypte. Donc nous les connaissons. Recevable ou pas, Arnaud Montebourg, cette offre ? Mais ce n'est pas un administrateur judiciaire, encore moins à la direction d'une usine qui est sous liquidation, je le rappelle, de dire ce qui est recevable ou pas, puisque c'est maintenant que le travail dans les semaines qui commencent va se faire, puisque le tribunal, lui seul appelé à en décider, en jugera. Ce n'est ni à l'opposition, ni d'ailleurs aux syndicats, ni même au gouvernement de juger de la recevabilité, encore moins à l'administrateur judiciaire, mais c'est au tribunal et lui seul dont nous devons respecter la souveraineté et l'indépendance. Donc notre travail, c'est de nous engager à faire tenir debout cette offre et donc de la rendre possible. François Fillon dit c'est de l'approximation, de la démagogie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais je crois qu'il ferait mieux, vu le bilan en matière de destruction d'emplois industriels, de revenir à plus de discrétion. Ce que je dis, c'est que le gouvernement a décidé de s'engager derrière une offre. Il y en a une deuxième intéressante, de manière à obtenir la reprise de cette raffinerie. Pourquoi ? Parce que dans notre stratégie industrielle, nous considérons qu'il est nécessaire que nous ayons un outil de raffinage sur le sol français plutôt qu'importer du pétrole transformé, raffiné à l'extérieur de l'étranger. C'est une stratégie industrielle. Nous avons des besoins. Nous devons nous-mêmes défendre ces capacités-là. Donc si nous trouvons un investisseur comme certains se sont présentés hier, eh bien nous nous en réjouissons. Donc à nous de faire tenir debout cette offre. Et le Premier ministre a dit qu'il serait possible qu'il y ait une participation minoritaire dans le capital, bien entendu, de cet investisseur s'il le souhaite. Donc il y a encore de l'espoir pour Petroplus. Ah, mais il n'a jamais faibli, monsieur. Jamais. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne. On va parler d'un thème qui intéresse encore plus les Français, c'est celui de la santé. Écoutez ce que disait la ministre de la Santé à l'instant dans l'hémicycle tout à l'heure, nos questions d'actualité. Marisol Touraine. Nous avons la volonté de répondre sur tous les territoires, dans tous les bassins de vie, aux besoins de santé de nos concitoyens, avec une exigence, Madame la sénatrice, une exigence de sécurité. Et c'est à l'aune de la sécurité que nous devons examiner la possibilité de maintenir des coopérations, de renforcer les coopérations entre les établissements afin que nos concitoyens puissent compter sur un service public hospitalier de qualité. Vous le voyez, Madame la sénatrice, le gouvernement a la volonté de renforcer le rôle de l'hôpital public, de le conforter dans ses missions. Le service public hospitalier est une des fiertés de la France et nous devons collectivement faire en sorte qu'il ait un grand avenir. Voilà pour l'intervention de la ministre de la Santé. Avec nous, Annie David. Merci d'avoir patienté. La présidente de la Commission des affaires sociales du Parti communiste, bien sûr, on le rappelle. Est-ce que pour vous, l'hôpital est en crise, malgré ce que vous dit, encore une fois, la ministre de la Santé tout à l'heure dans l'hémicycle? Il y a de l'argent, il y a de l'espoir. Oui, alors bien sûr il y a de l'argent, mais il n'y en a sans doute pas suffisamment. Et oui, l'hôpital aujourd'hui est en crise. Je ne vais pas dire que la crise est due à Marisol Touraine, puisque Marisol Touraine a pris, elle, des engagements et essaye de mener à bien son pacte de confiance qu'elle a annoncé concernant l'hôpital. Mais on revient de loin. Là, vous accusez le précédent gouvernement, si on comprend bien. Clairement, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire qui a organisé ces fameuses coopérations entre établissements dont parle Marisol Touraine aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a nécessité d'avoir des coopérations entre établissements. Mais je vais vous donner un exemple très concret. La région Rhône-Alpes, que je connais un peu puisque j'en suis, 8 départements. Et bien dans ces 8 départements, nous n'avons que 5 territoires de santé. Par exemple, le département de l'Ardèche n'a absolument rien, n'est pas concerné par ces territoires de santé. L'Ardèche va être rattaché à d'autres départements. L'hôpital d'Annonay va être rattaché à l'hôpital de Saint-Étienne. Quand on connaît un petit peu les territoires et quand on sait les difficultés de déplacement dans nos départements, eh bien on peut se dire que les habitantes et les habitants d'Ardèche aujourd'hui ne verront plus dans leur territoire un hôpital de plein exercice. Et ça, je trouve que c'est dramatique si Marisol Touraine ne revient
revient pas sur ces décisions qui ont été prises auparavant. Donc là, vous demandez encore une fois à la ministre d'intervenir et de changer d'orientation complètement et de d'orientation. politique, voilà, telle qu'elle a été voulue pendant les années précédentes. Une politique qui se voulait la même pour nos hôpitaux publics que pour nos cliniques privées, par exemple, qui sont, eux, à but lucratif, je vous le rappelle. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. L'hôpital public ne doit pas faire de bénéfices, ne doit pas faire de profit et doit être au service des populations pour pouvoir répondre aux besoins et aux urgences. L'hôpital public ne fait pas de dépassement d'honoraires. L'hôpital public soigne tous les patients sans aucune discrimination. Il n'est pas question de demander aux patients qui viennent s'ils ont une mutuelle ou pas, par exemple. À l'hôpital, on soigne tout le monde et on soigne dans avec une bonne qualité de soins, mais malheureusement dans des conditions de plus en plus difficiles pour nos personnels. C'est ce cri d'alarme que je voulais poser cet après-midi dans l'hémicycle. Alors ça, c'était pour les hôpitaux. Et vous avez vu ce rapport de nombreux sénateurs qui ont remis ce rapport ce matin, dont Hervé Moret de l'Union centriste. Concernant la démographie exactement, médicale. les déserts médicaux. Les déserts médicaux. Avec un plan très coercitif. Il dit, par exemple, il faudra supprimer la sécurité sociale pour les médecins qui vont se placer notamment dans des endroits où il y a déjà beaucoup de médecins. Mais pourquoi pas? Vous êtes d'accord avec ça, vous? Moi, je trouve que c'est une idée qui est tout à fait intéressante et je suis même plutôt partisane de cette idée parce qu'on sait très bien les zones dans lesquelles les médecins libéraux vont s'installer et qui sont rentables. Par contre, on connaît aussi nos zones dans nos territoires ruraux où les médecins ne veulent plus venir s'installer. Et on laisse les médecins libres de leur installation. Donc on les laisse libres de leur installation puisqu'ils exercent en libéral, mais ceux qui vont s'installer là où il y a déjà suffisamment de médecins dans leur spécialité, bien évidemment, eh bien que cela ne soit pas conventionné tant que le nombre de médecins est suffisant. Cela incitera peut-être les médecins à aller s'installer là où ils pourront être conventionnés parce que le conventionnement, c'est une histoire ensuite de remboursement, vous le savez bien, et les médecins non conventionnés ne peuvent pas avoir le même taux de remboursement pour les patients. Merci beaucoup de votre éclairage, Annie David. Merci d'être venue sur le plateau de Public Sénat. Nous accueillons Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS de Paris, ancienne députée européenne. Je voudrais là-dessus vous interroger, bien évidemment, Madame Lienemann, car il y a un sommet à Bruxelles qui a commencé cet après-midi. Visiblement, ça serait mal parti si on entend les déclarations des uns et des autres. On est loin de trouver un compromis. Écoutez, il vaut mieux retarder le compromis que de ne pas être capable de faire un bon compromis sur la question budgétaire. C'est une question trop importante pour l'avenir de la relance de la croissance, pour la cohésion politique de l'Europe et pour des politiques communes vitales qui sont fondamentales pour notre avenir commun, la politique agricole commune et la politique de cohésion. Donc les compromis bâclés qui viseraient à avaliser la position allemande ou la position britannique de réduction du budget communautaire seraient un mauvais compromis. Alors face à vous, Jean Bizet, sénateur UMP de la Manche, spécialiste évidemment des questions européennes. Vous entendez Madame Lienemann, elle dit s'il faut, pas de compromis. Vous êtes d'accord, vous? Eh bien, contrairement à ce que vous auriez pu imaginer, effectivement, je suis d'accord avec elle. Il vaut mieux pas de compromis qu'un mauvais compromis. Et ce n'est pas l'issue, je dirais, d'une négociation qui me soucie, c'est plutôt la posture qui est prise par la France depuis mai 2012, qui nous a éloignés considérablement de notre partenaire historique qu'est l'Allemagne, et qui fait que la nature ayant horreur du vide, l'Allemagne se rapproche d'un autre pays qui est l'Angleterre, qui elle a fait le choix de la compétitivité et du libéralisme. Voilà par contre, moi, ce qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que ça veut dire que François Hollande a pris, c'est bien sûr de François Hollande dont vous voulez parler, des positions complètement contraires et qu'il est allé vers les pays du Sud, par exemple l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et donc on a changé complètement de politique. Ce n'est pas du tout cela qui est en cause. C'est de savoir quelle idée on défend de l'Europe. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy acceptait le principe de la baisse du budget communautaire. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir d'Europe politique, d'Europe solidaire, sans avoir un budget qui permette de porter des politiques nouvelles, de soutenir les existantes et en même temps de relancer la croissance en Europe. Car ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de collusion entre d'un côté M. Cameron qui veut purement et simplement une Europe du libre-échange avec un minimum de budget et Mme Merkel qui considère que ça suffit la redistribution en Europe et ça n'est pas la position de la France. Mais il ne marche plus, vous entendez M. Bizet, il disait qu'il ne marche plus ce moteur franco-allemand. Mais on ne peut pas dire un jour quand il y a une rencontre avec Mme Merkel, l'Europe va bien. C'est pour les photos, vous avez compris mais Madame, non, le couple franco-allemand, c'est pas l'alignement de la France sur l'Allemagne. C'est un juste débat
entre l'intérêt général de l'Europe, porter une vision française, républicaine, et une vision allemande. Se rapprocher. Je rappelle qu'on n'est pas isolé. Monsieur Bin ne parle pas de la Pologne, par exemple. Et vous répondre, Nous Monsieur sommes Bizet, on va avec le nos laisser amis répondre. polonais sur la PAC. Tout à fait, on n'est pas isolé sur la PAC. On va en parler. Jean Bizet. Notre approche est complètement différente. Moi, je vous renvoie, si vous voulez, aux propos qu'a tenu l'ancien chancelier Schröder la veille de l'anniversaire du 50e, je dirais, anniversaire du traité de l'Élysée, disant et interpellant la France en disant « Nous attendons que la France fasse ses devoirs. Tant que la France ne s'engagera pas sur des réformes structurelles, il y aura une incohérence dans le couple franco-allemand. Ça, c'est inévitable. Oui, non, ce que vous dites, c'est que Moi, tant que la France on va ne fait avancer, pas... on voudra- si vous voulez, parce que vous avez abordé un sujet très intéressant, c'est celui de la PAC, la politique agricole commune. Et la France, visiblement, eh bien, ne veut pas beaucoup bouger sur ce Mais domaine-là. on n'entend Et pas c'est la peut-être voix ça de la qui fait qu'il y a... France. Depuis mai 2012, je l'ai dit à plusieurs reprises au ministre de l'Agriculture, on n'entend pas la voix de la France. Tout. Bon, sur la Non, politique on agricole entend commune, très bien Monsieur la voix Bizet, de la France. La preuve, c'est que la est-ce qu'on France... peut avancer sur la politique agricole commune? Oui, bien sûr, il faut augmenter. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, comme M. Blair d'ailleurs, pour tout labour parti qu'il est, ou M. Cameron, nous expliquaient qu'il y avait trop d'argent pour l'agriculture et qu'il fallait mettre cet argent pour la recherche. Ce n'est pas vrai. Nous avons besoin d'un budget complémentaire pour financer de la recherche européenne, mais nous avons aussi besoin de la politique agricole commune, d'une part pour la mutation vers une agriculture respectueuse de l'environnement, pour le soutien des formes agricoles qui ne sont pas des formes, je pense à l'agriculture de montagne, et par ailleurs, on le voit bien, il y a des filières entières où l'Europe devient importateur net alors que nous devrions avoir l'autosuffisance. L'euro, parlons de l'euro, Jean Bizet, pour finir, parce que je sais que vous devez partir. L'euro, trop fort, trop haut? Moi, je ne donnerai pas de définition de la vraie valeur de l'euro. Par contre, un euro fort aujourd'hui, si tant est que, si je prends l'analyse que fait M. Moscovici, démontre encore avec plus d'acuité et de cruauté qu'il a un impact excessivement négatif sur la France parce que nos entreprises ne sont pas assez compétitives, parce que notre système de développement économique ne génère pas davantage, si vous voulez, de valeur ajoutée et de modernité. La faute à qui? Voilà. Ça fait 10 ans, vous êtes au pouvoir, madame. Non mais madame Lindemann, je crois que là, on dépasse les sensibilités politiques du moment. Je crois que vous avez été député européen, je m'occupe des affaires européennes depuis pas mal d'années au Sénat, et ça, ce sont des approches éminemment transversales et qui ne tombent pas, si vous voulez, dans un débat purement droite-gauche. Moi, j'estime, si vous voulez, que la France doit maintenant réformer très rapidement ses structures, sinon, elle sort déjà du jeu franco-allemand et demain elle sortira de l'histoire. Merci beaucoup Jean Bizet, je sais que vous devez partir, merci d'être venu. Marie-Noëlle Lindemann, vous restez 2 petites minutes avec nous, on va parler d'un autre sujet, les collectivités locales, je sais que ça vous tient aussi à cœur. Écoutez ce que disait Jérôme Cahuzac tout à l'heure aux questions d'actualité. Vous le savez, l'endettement du pays est en gros de 1 700 milliards d'euros, l'État est responsable pour 80% de cet endettement, les collectivités locales et la protection sociale de 10% pour chacune de ces deux administrations. Et donc, demander un effort aux collectivités locales correspondant à 10% de l'effort global paraît juste et légitime. J'en veux pour preuve d'ailleurs que bien peu d'élus locaux, où qu'ils siègent sur ces bancs, n'aient protesté contre ce qui fut annoncé par mes soins au comité des finances locales, c'est-à-dire un effort de 750 millions d'euros en 2014 et 750 millions d'euros supplémentaires en 2015 par rapport à 2013, soit un effort au total et sur 3 ans de 2,250 milliards d'euros, quand le budget des collectivités locales chaque année, Madame la sénatrice, vous le savez, est de 220 milliards d'euros. Cet effort est juste parce qu'il est en proportion de la responsabilité des collectivités locales dans l'endettement du pays. Voilà pour l'intervention de Jérôme Cahuzac. Yves Pozzo di Borgo, sénateur centriste, est avec nous. On va parler bien sûr de ces collectivités locales, mais finalement, des économies, il faut en faire partout. Alors pourquoi pas les collectivités locales aussi? Oui, ce qu'a oublié peut-être de rappeler M. Cahuzac, évidemment, il a une mémoire courte, c'est que depuis déjà 2 élections, la gauche est devenue majoritaire dans les collectivités territoriales, que ce soit les régions, que ce soit les départements, que ce soit les villes. Et c'est vrai qu'eux sont vraiment à la base de l'augmentation des charges des collectivités territoriales. Je ne prendrai que l'exemple de Paris. Depuis que Delano est arrivé, on est passé de 37 000 personnes à 52 000 personnes. L'augmentation des charges a augmenté. L'endettement est passé, je crois, de 500 000 euros à 3-4 milliards. Donc, ce que je veux dire,
Oui, M. Cahuzac a raison de dire cela. Il faut faire des économies sur les collectivités territoriales, mais les grandes parties de ces dépenses ont été faites en grande partie par ceux qui sont devenus les patrons de ces collectivités territoriales. Et moi, je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour qu'on fasse des efforts, mais qu'il faut que ces collectivités les obligeront à faire des efforts de gestion, avoir des efforts beaucoup plus actifs. Il ne faut pas non plus oublier non plus, et c'est là où il faut être beaucoup plus prudent dans ces discours un peu rapides, que les collectivités territoriales sont aussi un investissement très important. Et donc c'est là où il faut avoir un équilibre intelligent entre la nécessité de faire des économies et la nécessité de continuer à investir. Vous êtes d'accord, Marie-Noëlle Lienemann? On fait des économies, mais comme le dit Pozzo-Di-Borgo, il faut faire très attention. D'abord, je voudrais dire une chose. Notre pays risque d'être pris dans une spirale austérité-récession. Et je ne suis pas la seule à le dire. J'ai bien entendu en termes voilés ce qu'a dit le président de la République sur les difficultés d'atteindre 3% de déficit si nous restons avec une croissance faible. Or, si on veut relancer, si on veut soutenir la croissance, et si on ne veut pas que ce soit une croissance malsaine, nous avons besoin qu'elle soit soutenue par des investissements qui portent une modernisation du pays. Et souvent, les investissements des collectivités locales, qui est le gros des investissements français, contribuent à cela. Donc je ne suis pas favorable à ce qu'on mette les collectivités locales sous coupe d'austérité. Cela dit, il y a des inégalités territoriales, et peut-être là, il y a une petite marge de manœuvre, mais stratégiquement, je ne crois pas que réduire les prestations aux collectivités locales soit la bonne méthode. Vous avez entendu, Pozzo-Di-Borgo, on va vers la récession, a dit Marie-Noëlle Lienemann. Mais bien sûr, on va vers la récession, parce que le gouvernement, dans ses mesures fiscales, a pris deux mesures fondamentales, c'est-à-dire qu'il a touché premièrement la consommation des ménages, il a touché les entreprises, que ce sont les deux moteurs de l'économie. Il avait raison, le président Hollande, de diminuer les dépenses, sauf qu'il a touché les deux moteurs de l'économie, qui sont la consommation des ménages et les entreprises. Alors vous avez raison, la récession, c'est vous qui la provoquée. Et vous avez raison, deuxièmement, qu'il faut continuer, que les collectivités territoriales doivent investir. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on a besoin que toutes les collectivités territoriales aient la compétence générale? Est-ce qu'on a besoin que toutes s'occupent de culture? Est-ce qu'on a besoin que toutes... C'est le problème. Il faudra bien qu'un jour on mette de l'ordre dans tout ça. Merci. C'est là-dessus qu'on peut faire des économies. Il y aura une loi et on sur la mettra de l'ordre. décentralisation, mais je vais quand même dire une chose, c'est que je suis toujours très étonnée des bons conseils qu'on nous donne, sauf que les politiques qui ont été menées par ceux qui nous donnent ces conseils ont justement amené le pays dans l'impasse dans laquelle il se trouve. Donc je ne pense pas que ce soit là les bonnes solutions. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann, merci Yves Pozzo-Di-Borgo. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Au revoir. Il y a certains qui défendent ce projet de pacte et qui le présentent comme une avancée sociétale, révolutionnaire, extraordinaire, qui évidemment entraîne les Antilles à dire mais comment on est en train de complètement de mettre à plat tous les fondements de la société, le mariage, la protection des enfants, etc. Je crois que c'est tout simple finalement. Il y a des gens qui souhaitent organiser leur solidarité commune. Certains débats d'hier rappellent à première vue ceux d'aujourd'hui, même si les arguments ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors justement, quels sont les arguments des pour et des anti, entre guillemets, mariage pour tous? Pourquoi ce terme s'est-il imposé et pourquoi François Hollande semble-t-il avoir tant hésité sur ce sujet? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur Jean-Marc, François et Christine. Déshabillons-les, samedi à 23h45 sur Public Sénat. Un éco-village, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage. Et pour moi, c'est un lieu qui devrait se propager vraiment partout. Ici, il n'y avait rien du tout. C'était la forêt, il y avait juste un sentier de petite randonnée ici qui faisait 60 cm de large. Et puis on a commencé à défricher, à
à couper des arbres, à couper des genêts, à couper des herbes. Et puis petit à petit, on s'y est implanté. Le dimanche, il y avait souvent la famille qui venait, avec le grand-père, la grand-mère, les enfants, tout ça, pour voir les Indiens. Parce qu'au début, on nous appelait comme ça dans la région. S'installer dans la forêt, vouloir vivre à contre-courant, forcément, ça interroge. Quand Alexis lance son projet d'éco-village il y a 10 ans, on a d'abord cru à une secte. Il y a même eu une enquête. Ici, les 5 maisons du hameau se fondent dans le paysage. Aucune trace de béton, tous les matériaux sont naturels. Alexis a construit sa maison lui-même, avec une idée, si elle doit disparaître, il ne doit en rester aucune trace, ou presque. Tout doit retourner à la terre. J'ai coupé les arbres, j'ai fait les planches avec une scie mobile, on a fait l'ossature avec, et puis on a rempli en botte de paille. La paille, c'est l'isolant, parce que c'est un des meilleurs isolants. Et ça, c'est de la paille de blé. On peut utiliser d'autres pailles, mais enfin moi j'ai fait le choix de la paille de blé, et elle est dans les murs et dans le plafond. Qui sait que la paille isole parfaitement, stocke la chaleur ou la fraîcheur en fonction des saisons. Écologique et surtout pas cher, parce que la paille c'est un déchet agricole, contrairement au foin. Il y a des essais qui ont été faits en laboratoire sur la paille, et les bottes de paille, ils sont allés au lance-flammes. Il y a des temps qui ont été calculés avant justement que ça se désagrège complètement et tout, mais ça se consume. C'est-à-dire que par rapport à une maison conventionnelle en parpaing, une maison en paille mettra beaucoup plus de temps à être détruite par le feu. Contrairement aux idées reçues, les 3 petits cochons. Donc même si la paille, c'est pas très cher, le coût de la maison est quand même important. C'est plus important que pour une maison conventionnelle parce que c'est pas des techniques qui sont encore très connues. Ce n'est pas des techniques très connues. Il y a quand même une grande partie des matériaux qui peuvent rester chers parce que ce n'est pas des matériaux qui sont vendus en très grande quantité comme le parpaing ou le ciment. Et puis il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc cette main-d'œuvre aussi peut revenir très cher. Depuis 4 ans, Alexis construit sa maison, un peu chaque jour, et elle n'est pas tout à fait terminée encore. Une vie en chantier qui se construit lentement. C'est vrai que quand je suis énervé, un peu stressé, c'est vraiment très agréable de venir passer un petit moment ici. D'une part pour regarder, pour apprécier, pour voir s'il n'y a pas de graminées qui sont venues envahir, parce que ça les graminées, je suis désolé, mais je leur laisse pas la place. Un jardin en hauteur que tous les habitants cultivent sur leur toit. C'est inscrit dans la charte du village. On est parti sur l'idée de dire si on rendait à la terre la surface qu'on lui prend. Donc de mettre des plantes et des herbes et tout ça sur la surface de la maison. Et puis, l'avantage des toits végétalisés, c'est des problèmes de condensation aussi. Ça évite la condensation dans la maison. Mais il a fallu s'accrocher pour que le éco-hameau voie le jour. Des années de lutte administrative qui ont fini par en décourager certains. Thomas et sa femme ont racheté le terrain d'un couple qui a quitté le projet. Alors celle-là, elle peut attendre encore un peu, tu vois. Eux aussi ont vécu en ville. Eux aussi ont eu envie de rompre, de fuir une vie qu'ils ne maîtrisaient plus. Envie d'autre chose pour eux et pour leurs filles. On n'a pas vécu avec les enfants en ville. On est arrivé à la campagne avant, heureusement. Mais quand on y va, on n'a pas les réflexes dans un premier temps. Les enfants se baladent à côté de nous et puis on se rend vite compte qu'ils ramassent des mégots par terre, qu'ils ramassent plein de choses et on se dit qu'est-ce que je fais? Je lui interdis ce que je lui interdis pas à la maison. C'est assez compliqué. Et alors qu'ici, même s'il a les mains toutes noires, pleines de terre ou de boue, c'est jamais bien grave, quoi. L'habitat écolo permet de dépenser moins. C'est ce qui est dans l'air du temps. Mais pour Thomas et Mathilde, ce n'est pas ce qui compte. S'il y a des gens qui se tournent aujourd'hui vers l'éco-construction, c'est aussi par cet argument économique. J'en suis très content. Simplement, il faut se méfier quand même de ce que cette économique va engendrer, à savoir tout l'éco-business des matériaux qui vont à nouveau être transformés et où il va y avoir des tas d'intermédiaires qui vont vous permettre d'accéder à une maison écologique. C'était pas ça l'idée non plus. Ici, c'est pas du bois raboté, c'est du bois brut de sciage, c'est de la paille brute des champs.
Et c'est de la terre locale également pour faire le torchis. Le pari, c'est celui de cohabiter ensemble et de vivre en harmonie avec la nature, l'autre voisine, sur laquelle tout le monde veille. Alors, comme une évidence, les habitants font en sorte de rendre à la terre une eau propre, grâce à un bassin planté de roseaux et d'iris. C'est les plantes elles-mêmes qui se nourrissent de l'eau et qui en même temps récupèrent les cochonneries qui sont dans l'eau, quoi. Ce sont les bactéries fixées sur les racines des plantes qui nettoient les impuretés. On appelle ça la phytoépuration. Ça pollue en tout cas beaucoup moins, à mon sens en tout cas, ça pollue moins qu'une fosse septique, parce qu'une fosse septique, si elle n'est vraiment pas vidangée, si elle n'est pas vidangée convenablement, si elle n'est pas entretenue comme il faut, ça devient une vraie source de pollution. Et le drain, de toute façon les drains sont cachés, nous c'est tout à vue. Donc s'il y a un problème, on le sait tout de suite, déjà à l'odeur. Et tout le monde s'occupe des bassins à tour de rôle. C'est pas une très grosse contrainte, faut pas oublier quoi, c'est tout. Mais quand on oublie, il y a toujours quelqu'un qui te dit « T'as pensé au bassin ?» T'as réussi à ranger les choses? L'esprit collectif, c'est ce qui a plu à Françoise, lassée par le chacun pour soi. La vie en communauté, elle a déjà connu, mais cette fois, sa démarche n'est plus la même. Ce qu'on vit, je pense, ça montre que n'importe qui peut le vivre, n'importe qui peut le faire, ça, puisque bon, nous, on a des voitures, on travaille. Quand je suis partie en communauté, en retour à la nature, c'était on refusait la société. Alors que maintenant, en fait, moi je suis institutrice, donc je suis vraiment dans la société, et donc on peut vivre comme on le fait là. Finalement, ce que chacun est venu chercher ici, c'est un coin de quiétude, de paradis. Loin, très loin du tourbillon qui laisse de côté ceux qui ne sont pas dans le rythme. Mais le vivre ensemble, c'est un apprentissage de tous les jours. Alors régulièrement, ils se retrouvent pour tout mettre sur la table, les soucis matériels, les satisfactions, les états d'âme. Je voulais faire une maison écologique, mais bon, je n'avais pas cette mentalité de collectivité. Voilà. On cherche tout le temps le consensus. C'est pas toujours évident. Il y en a qui traînent les pieds, et puis bon, finalement, on y arrive. Petit à petit, on y arrive. Hein, des fois, il y a des grincements dedans. Ah oui, il y a des réunions. Il y a des réunions, c'est pas houleux, mais va pas loin. On n'en sort pas copain. Hein. Non, mais ça nous apprend l'acceptation des différences aussi. On accepte. C'est plus que la tolérance, c'est l'acceptation des différences. Un couple de Parisiens viendra bientôt rejoindre l'aventure. Un poulailler et un four à pain collectif sont aussi en projet, mais les habitants veulent prendre leur temps. Alors qu'ailleurs tout s'accélère, ici, on a décidé de freiner. Et avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous une citation de Pierre Rabhi. Il dit que vivre sobrement, c'est une forme de libération. Je vous laisse méditer. À bientôt. Michel Sapin est l'invité de Preuve par 3. Le ministre du Travail et de l'Emploi répondra aux questions de Michel Grossior. Preuve par 3, mardi à 18 h, en direct sur Public Sénat. Have you posted your 627? Correct me if I'm wrong. Okay, that's really nice. So are you currently working? In a globalized world, we have more opportunities, more problems also. Don't worry, we are not selling you anything. So what happens is the ambition is more. It's okay, coming in. Relax. So we need to get more, we need to earn more, we need to reach at a higher level. This competitive spirit in the life has caused many of the problems which is happening now. Bangalore being an IT-BT city, we are now experiencing more ill effects
of this profession. And that is why now we have some people in the media call Bangalore as a suicide city rather than the Silicon City. Bangalore, capitale du suicide? Les chiffres interpellent. Ici, en 10 ans, le taux de suicide recensé a augmenté de 40%. Comment la Silicon Valley indienne, vitrine d'une Inde rayonnante, a-t-elle pu s'attirer ce surnom? La jeunesse qui a grandi avec cette ville s'interroge.